La violence et la barbarie n'épargnent personne. Des vastes étendues glacées de Nagaros jusqu'aux plaines fertiles du Caté, en passant par les denses forêts impériales, aucune civilisation n'est à l'abri. Une terrible menace plane en effet sur tous les continents, n'épargnant aucun empire, aucun royaume, aucune ville et aucun hameau. Qu'importent les moyens de défense et les stratagèmes mis en place, nul ne peut échapper à la brutalité des peaux vertes. Lorsque l'appel de la Wag résonne à travers les contrées, des milliers d'orques et de gobelins se rassemblent, formant une immense armée assoiffée de pillage et de combat. Telle une gigantesque marée verte, la Wag s'abat alors, massacrant, anéantissant et saccageant tout ce qui se dresse sur son chemin. Bien des armées ont tenté de l'arrêter, sans succès. Le moyen le plus sûr d'y échapper est donc de fuir, quitte à abandonner son foyer. Tous les peuples du monde ont un jour pâti de la brutalité des orques et des gobelins, de sorte que les peaux verts sont haïs par l'ensemble des autres races, qui ne voient en eux qu'une nuisance perpétuelle qu'ils doivent à tout prix garder loin de leurs frontières. Chacun s'accorde à dire que les peaux vertes sont brutaux, et que leur race est à peine plus civilisée que des bêtes sauvages. Pourtant, ils ont survécu à nombre de campagnes d'extermination, que ce soit celles lancées par les hommes lézards, par les azurs ou par les bretoniens. Pire, en dépit des efforts déployés pour les faire disparaître, ils pullulent et ont colonisé la plupart des régions du monde, en faisant une race comptant bien plus d'individus que la plupart des grands empires. L'une des causes de cette prolifération est peut-être l'ignorance des autres races, qui persistent à considérer les peaux vertes comme des animaux, au lieu de chercher à comprendre leur fonctionnement pour trouver un moyen d'enrayer ce fléau. Car même si la brutalité est la caractéristique principale des peaux vertes, il existe une multitude de règles qui régissent leur comportement. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur ces règles, afin de saisir l'organisation des tribus peaux vertes, et les mécanismes menant à la création des Wag. Tout d'abord, il faut comprendre que les peaux vertes ne sont pas une seule et unique race, mais une multitude de races cousines, dont certaines vivent ensemble là où d'autres évoluent en autarcie. Ces races partagent de nombreux points communs, mais ont également des caractéristiques qui leur sont propres. Pour comprendre le fonctionnement des peaux vertes, il est primordial de s'intéresser à la particularité de ces différentes espèces. Certaines espèces de peaux vertes ne sont pas plus grandes que des halflings, là où d'autres sont plus imposantes que des chevaux de guerre. Toutes ont cependant des points communs. Tout d'abord, elles ont toutes un attrait pour la violence et le pillage. N'importe laquelle de ces créatures ne vit que pour la guerre, et se montrera hostile envers la quasi-totalité des autres races. En fait, les peaux vertes aiment tellement les combats que lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à proximité, c'est-à-dire n'importe quoi qui respire dans un rayon de 15 km, ils se battent entre eux juste pour le plaisir de voir le sang couler. Chaque tribu ou bande peau verte est systématiquement commandée par le plus fort et le plus violent de ses membres. Pour les orques et les orques noirs, le chef est simplement l'individu le plus imposant, et quiconque souhaite prendre sa place doit simplement le tuer. Chez les gobelins, le chef est souvent l'individu le plus retors, qui a réussi à assassiner tous les autres prétendants, préférentiellement de manière cruelle et très démonstrative. Un autre point commun entre les différentes espèces de peaux vertes réside dans leur organisme très similaire. Malgré leur aspect et leur taille qui peuvent fortement varier, elles ont toutes une couleur de peau verdâtre et un mode de reproduction identique. En effet, tous les peaux vertes ont la particularité de naître grâce à des champignons. Chaque individu, quelle que soit sa race, va émettre tout le long de sa vie des spores. Une fois arrivés à maturité, ces spores donneront des champignons sous lesquels de nouveaux peaux vertes se développeront jusqu'à pouvoir sortir à l'air libre et renforcer les rangs des tribus avoisinantes. Ce mode de reproduction explique en grande partie la résilience des peaux vertes. Massacrer une tribu entière ne suffit pas à débarrasser une région de la présence de ces créatures. Les spores relâchés par les membres de la tribu finiront par créer de nouveaux peaux vertes, qui s'empresseront alors de se regrouper pour former une nouvelle tribu. Nous allons maintenant nous intéresser en détail à chaque espèce de peau verte, en commençant par les spécimens les plus chétifs, et ceux jusqu'aux plus imposants. Mais ne vous y trompez pas, chacune de ces créatures n'est motivée que par sa soif de sang. Les plus petits peaux vertes sont les snotlings. Ils ressemblent beaucoup à leurs cousins gobelins, si ce n'est qu'ils sont sensiblement plus petits. Ils sont de couleur verte, présentent de courtes dents pointues, des petits yeux porcins, des membres fluets, des oreilles en pointe et un long nez. Les snotlings sont considérés à juste titre comme la race douée de conscience la plus pathétique qui soit. Car en plus de leur aspect rachitique, ils ont une cervelle de la taille d'un pois chiche qui les fait se comporter comme les pires des ivrognes. Cette race de peau verte est de loin la plus nombreuse, et on retrouve des snotlings dans la plupart des campements peau vertes. Ils sont donc présents dans la plupart des régions du monde, comme les terres arides, les montagnes du bord du monde, l'Empire, le Kislev, la Bretonie, les terres sombres, les jungles lustriennes et bien d'autres. La société des peaux vertes étant basée sur la force, la place des snotlings n'est pas vraiment enviable. Ils sont donc souvent réduits à faire les corvées des campements dont personne d'autre ne voudrait, et peuvent servir de repas à l'occasion. Leur intellect extrêmement limité ne leur permet cependant pas de se plaindre ou de réfléchir à un moyen d'échapper à leurs conditions. En fait, ils n'ont bien souvent même pas conscience de leur situation précaire. Ceci étant dit, les orques considèrent les snotlings avec une certaine affection, et les traitent comme des animaux de compagnie capricieux et espiègles,
Certains snotlings, plus avisés, peuvent accomplir de menus services, comme la recherche de babioles ou le grattage de dos, mais ils ne sont en vérité pas bons à grand chose, et finissent généralement écrasés dès qu'ils essayent d'aider en quoi que ce soit. Les gobelins, au contraire des orques, méprisent les snotlings, car leur tendance à chaparder concurrence la leur. En outre, ils auraient des difficultés à fureter si une bande de snotlings bruyants les suivait. Pire encore, ces avortons n'ont pas leur langue dans leur poche, ils ne se priveront pas pour dénoncer les coupables en poussant de petits cris stridents. Et pour échapper aux représailles, un snotling a la fâcheuse tendance de se réfugier entre les jambes d'un orc, ce qui a le don d'exaspérer les gobelins. Juste au-dessus des snotlings, on retrouve les gnoblards, des cousins éloignés des gobelins qui font peu ou prou la même taille. Leur corps noueux est surmonté d'une grosse tête tubéreuse, et leurs bras décharnés se terminent par de longues mains agiles. Ils ont généralement une peau verdâtre, mais il existe plusieurs sous-espèces de différentes couleurs. Ainsi, les boglards sont des gnoblards des marais, et ont une peau vert-de-gris et des yeux jaunes. De même, les gnoblards sanguins sont des gnoblards vivant dans les hauteurs des montagnes des larmes, et ont une teinte allant du brun au rouge sombre. Contrairement aux snotlings, les gnoblards ne sont pas répandus sur toute la surface du monde. On les retrouve principalement dans les montagnes des larmes, où ils servent de serviteurs aux ogres, et dans les terres sombres, où ils servent d'esclaves aux nains du chaos. Ces peaux vertes sont cruels et vaniteux, leur capacité à faire le mal n'est limitée que par leur manque de force physique. Ils aiment chaparder tous ceux qui brillent et ont un instinct inné pour balancer toutes sortes d'objets pointus quand on les approche d'un peu trop près, comme des cailloux ou des porcs-épics. Ces petits êtres vicieux n'ont aucun esprit d'équipe, et n'hésitent pas à planter des poignards dans le dos de leurs congénères. Sur le champ de bataille, il n'est pas rare qu'ils s'arrêtent pour se chamailler, et ils adorent voir les leurs se faire massacrer, ce qui les fait souvent ricaner. Après les gnoblards, on retrouve les gobelins de la nuit, une race très proche des gobelins standards. En fait, il y a longtemps, les deux races n'en formaient qu'une. Certains gobelins vivant dans les grottes qui s'étendent sous les montagnes du bord du monde évoluèrent pour s'adapter à leur environnement, devenant une race distincte. Les gobelins de la nuit sont donc physiquement très proches des gobelins classiques, si ce n'est qu'ils sont plus malingres, ce qui les aide à se faufiler dans les étroits passages souterrains. Ils savent très bien se dissimuler dans l'ombre pour tendre des embuscades, sont quasiment nyctalopes et craignent la lumière du soleil. On les reconnaît facilement puisqu'ils portent en permanence des manteaux à capuche, ce qui les aide à se fondre dans l'obscurité des tunnels et à se protéger de la lumière. Comme cette race vit exclusivement sous terre, on les retrouve principalement sous les montagnes du bord du monde. Mais il est également possible d'en croiser dans toutes les chaînes de montagnes, bien qu'ils s'y fassent plus rares. Les gobelins de la nuit sont parmi les plus craintifs des peaux vertes. Outre certains cas de folie pathologique, la grande majorité préféreront fuir à la moindre suspicion de danger. Cela est sans doute dû au manque de lumière ou à l'exposition constante aux moisissures, mais les gobelins de la nuit comptent plus de fous et de maniaques que l'ensemble des autres tribus gobelines réunies. Ils font preuve d'un manque de bon sens au-delà des normes gobelines, allant même parfois jusqu'à manger sciemment de dangereux champignons hallucinogènes. Si l'on continue notre tour des sous-espèces de peau verte, on retrouve les gobelins. Leur taille varie fortement en fonction des individus. Les plus petits d'entre eux sont à peine plus grands que des snotlings, là où les plus grands peuvent atteindre le torse d'un homme. Ils sont verts, méchants, vicieux, généralement insupportables et font de parfaits petits chapardeurs avec leurs doigts crochus et leurs mains agiles, idéal pour attraper de petits objets ou étrangler un congénère dans son sommeil. Leurs yeux fuyants et leur allure de chien battu en font de parfaits boucs émissaires dans les campements peau vertes. Cette race est extrêmement prolifique, et a colonisé la plupart des régions du monde. On les retrouve ainsi à tous les endroits où l'on est susceptible de croiser des snotlings. Leur avidité et leur nature kleptomane impliquent que des bagarres éclatent souvent au sein de leur propre bande. Il est d'ailleurs dangereux pour un gobelin de tourner le dos à ses pairs, car ils n'ont ni honneur ni loyauté envers qui que ce soit. Les coups en traître sont monnaie courante dans leur campement, et c'est avec joie qu'ils mutileraient, tueraient ou mangeraient leurs camarades s'ils pouvaient le faire en toute impunité. De plus, les gobelins sont parmi les plus futés des peaux vertes. Ils sont malins, inventifs et vicieusement débrouillards, en faisant les responsables tout désignés de la conception des machines de guerre rudimentaires utilisées au combat. Ce sont aussi eux qui montent les campements et fabriquent les habits et les armes de leurs cousins plus violents et légèrement moins vifs. Après les gobelins, on retrouve les hobgoblins, une autre race goblinoïde. Ils sont très similaires aux gobelins classiques, si ce n'est qu'ils sont légèrement plus grands, avec un nez et des oreilles plus petites, des dents acérées comme des aiguilles et un ricanement perpétuel. Leurs yeux rouges sont sournois et fuyants. Une autre particularité de cette espèce est la présence d'une bosse osseuse dorsale, qu'ils auraient acquis au cours de leur évolution pour se protéger des coups de couteau dans le dos. Ces peaux vertes vivent loin de leurs cousins, leur territoire s'étend sur toutes les grandes steppes au nord du Grand Caté et des montagnes des Larmes. On peut également en retrouver dans les terres sombres où ils servent d'esclaves aux nains du chaos. Ils vivent séparés des autres peaux vertes, ne rejoignent pas leurs wags et ne prient pas Gork et Mork, les dieux peaux vertes. En fait, ils détestent leurs cousins et aiment prouver leur supériorité à chaque occasion. Généralement, les rencontres entre les hobgoblins et les autres races peaux vertes finissent en bain de sang.
Niveau comportement, ils sont encore plus sournois, plus lâches, plus perfides et plus meurtriers que les autres gobelins. Leur intelligence est également la plus développée des peaux vertes, à tel point qu'ils sont capables de prononcer des phrases ne comportant aucune faute de syntaxe ou grossièreté. De plus, leurs campements sont mieux organisés, et ils ont même développé un modèle très rudimentaire d'agriculture. Contrairement aux autres peaux vertes, le seul plaisir des combats n'est pas une justification suffisante pour eux, et ils ne partent en guerre que s'ils sont sûrs de pouvoir piller et amasser un butin conséquent. Voilà qui clôture le tour des races goblinoïdes. Poursuivons notre liste avec les puissants orques, de redoutables prédateurs capables de déchiqueter un nain à main nue. La plupart d'entre eux font la taille d'un homme, mais ils sont beaucoup plus larges. Leur anatomie est essentiellement constituée d'un large squelette renforcé par plusieurs épaisses couches de muscles. Au bout de leurs bras puissants apparaissent de grosses mains griffues, sales et capables d'écorcher une proie avec une facilité déconcertante. Des crocs effrayants longs d'une dizaine de centimètres débordent de leurs énormes mâchoires. Leur regard bestial aux reflets rougeâtres trahit leur soif de sang, et s'illumine lorsqu'ils sont en colère. Ils disposent d'un large front derrière lequel l'épaisseur de leur crâne ne laisse pas beaucoup de place pour leur matière grise. Comparés aux autres peaux vertes, les orques sont peu nombreux, mais ça ne les empêche pas de former le cœur de la plupart des tribus. On les retrouve un peu partout dans le vieux monde et au-delà. Leur cruauté et leur nature ultra-violente sont une véritable plaie pour toutes les races qui les côtoient. La psyché d'un orque est très simple, et peut être comparée à celle d'un enfant de 4 ans. Impulsif, il se laissera porter par ses désirs sans se poser la moindre question. Cette particularité est l'une de leurs plus grandes faiblesses, car ils tomberont très facilement dans les pièges, mais c'est aussi l'une de leurs plus grandes forces. Par exemple, loin de les inquiéter, les prendre en embuscade ne fera que les motiver. Comme les autres peaux vertes, les orques considèrent tout ce qui est plus petit qu'eux comme un grotte, qu'ils peuvent frapper et exploiter à leur guise. En revanche, tout ce qui est plus gros qu'eux est un potentiel chef, qu'il faut éviter de contrarier autant que possible. Comme les orques font partie des plus gros, ils sont habitués à avoir beaucoup de grottes à disposition, et délèguent toutes les tâches qui les ennuient, soit à peu près tout à l'exception des combats. Lorsqu'une tribu est intégralement constituée d'orques, ceux-ci se battent généralement entre eux et les plus faibles sont forcés d'accomplir les labeurs nécessaires à l'entretien du campement. Cette position insupportable pour un orque déclenche de nouveaux conflits, et la tribu connaît tellement de combats qu'elle finit par péricliter, jusqu'à être absorbée par une autre tribu, ou que des bandes de gobelins la rejoignent et deviennent les souffre-douleurs des orques. Les seuls peaux vertes plus imposants que les orques sont les orques noirs. Ceux-ci sont les plus puissants, les plus gros, les plus hargneux et aussi les plus hautains des peaux vertes. Ils possèdent une peau plus sombre que leurs cousins, pouvant même dans certains cas virer au noir. Hormis ces petits écarts anatomiques, les orques noirs sont très similaires aux autres orques. Étant les moins nombreux, il est plutôt rare d'en croiser. La majorité des tribus n'en contiennent aucun, mais lorsque c'est le cas, ils se hissent assez rapidement au sommet de la hiérarchie. En dépit de leur faible nombre, leur soif insatiable de combat les ont poussés à se répandre dans de nombreuses contrées. Et on peut ainsi les retrouver dans tout le vieux monde, dans les terres du sud, dans les terres sombres et dans les montagnes des larmes. L'origine et la singularité des orques noirs provient des nains du chaos, qui, exaspérés par la nature désobéissante et querelleuse de leurs esclaves, ont insufflé par magie la discipline aux orques. Les rituels menés par les nains du chaos ont assombri leur peau, et fait d'eux les plus disciplinés des peaux vertes. Ils ne vivent que pour le combat, et ont une attitude martiale qui met mal à l'aise leurs cousins, les trouvant peu orthodoxes. De leur côté, les orques noirs méprisent les autres peaux vertes. Ils se considèrent comme les meilleurs combattants et voient d'un très mauvais œil l'habitude des autres à se battre entre eux au lieu de se concentrer sur l'ennemi. Généralement, après une bataille, les orques noirs s'allouent la part du lion. Cependant, ils ne recherchent que la nourriture et les armes, laissant les gringalets se bagarrer pour les trucs qui brillent. Entre les batailles, les orques noirs s'affairent à affûter leurs armes, à remplacer les pièces endommagées de leur équipement ou à bricoler de nouvelles armures. Une telle rigueur est bien entendu tournée en dérision par les autres peaux vertes, mais seulement lorsque les orques noirs ont le dos tourné. Les orques et les gobelins ne comprennent en effet pas ces habitudes, et préfèrent fêter la victoire en beuglant et en se tapant dessus. Les orques noirs n'en sont que plus désabusés et confortés dans leur opinion qu'ils sont les meilleurs des meilleurs. Voilà qui conclut notre tour des différentes espèces. Tous autant qu'ils sont, les peaux vertes évoluent au sein de tribus. Chaque individu a effectivement tendance à se regrouper, souvent avec des individus de la même espèce, jusqu'à former des bandes, et la plus puissante bande d'une région fédérera les autres au sein d'une tribu. Selon sa composition, une tribu peut avoir une culture, des tactiques guerrières et aligner des troupes totalement différentes. Afin de bien comprendre le fonctionnement et les différentes stratégies employées par les peaux vertes, il nous faut à présent nous concentrer sur le fonctionnement des différents types de tribus.
Comme expliqué plus tôt, les peaux vertes ont une tendance naturelle à se rassembler en groupes de la même espèce. On retrouve ainsi des bandes de gobelins, d'orques ou de gobelins de la nuit, qui peuvent compter de quelques dizaines de guerriers à plusieurs centaines d'individus. Elles peuvent se spécialiser dans le maniement d'une arme. Par exemple, on retrouvera souvent des bandes de gobelins armés d'arcs, ce qui sera beaucoup moins le cas chez les orques. Elles peuvent également compter des montures, comme des loups géants chevauchés par des gobelins, ou des sangliers montés par des orques. Ces bandes sont dirigées par un chef, qui est souvent le plus fort et le plus gros du groupe. Chez les gobelins, la taille ne fait pas tout. La sournoiserie est tout aussi importante pour déterminer qui commande. Les peaux vertes sont tous persuadés de la supériorité de leur bande. Si on leur demandait, la plupart répondraient qu'elle est la meilleure de toutes, et que les autres sentent le purin. Ainsi, lorsque les bandes ne forment pas de tribu, elles se battent systématiquement entre elles pour savoir qui est la plus forte, et les vaincus sont soumis. Ils se retrouvent forcés d'obéir aux vainqueurs. Une fois qu'une bande a réussi à vaincre et à inféoder un nombre suffisant de rivales, elle va établir un campement principal où son chef pourra superviser les actions de tous ceux qui lui sont loyaux. C'est ainsi que naît une tribu peau verte. Le chef de la bande ayant réussi à soumettre les autres deviendra le grand chef de la tribu, jusqu'à ce qu'il soit tué et qu'un autre peau verte ne prenne sa place. Les tribus les plus répandues, dites classiques, sont constituées d'un mix de gobelins et d'orques. En effet, elles se constituent naturellement sur tous les territoires qui sont arpentés par ces deux espèces de peau vertes. Comme les gobelins sont bien moins costauds que leurs cousins orques, c'est généralement ces derniers qui occupent le rôle de grand chef. Ils sont accompagnés au combat par leur bande de costauds, des orques encore plus bestiaux et plus musclés que leurs congénères, qui ont acquis une confiance en eux à toute épreuve à force de victoires répétées lors des bastons. Dans de plus rares cas, ces tribus sont dirigées par un orque noir, ce qui leur convient généralement très bien, car ça leur promet pas mal d'actions. Il arrive parfois qu'un gobelin particulièrement malin se hisse à la place du grand chef. On peut citer par exemple le gobelin Rotnik, des nez cassés, qui réussit à tuer en combat singulier l'ancien chef de guerre Ragat, après l'avoir drogué. Une fois en place, les gobelins doivent réussir à manipuler leur cousin mou du bulbe pour se faire obéir. Ils ne peuvent se contenter d'un grognement ou d'un regard noir comme le feraient les orques. Le seul gobelin ayant dérogé à cette règle est Grom Lapence, le seigneur de guerre des haches brisées, qui a acquis ce passe-droit grâce à son incroyable stature. Une autre place à part dans les tribus est celle de chamans. Ces peaux vertes sont capables d'invoquer la puissance de Gork et Mork sur le champ de bataille, ce qui en fait des atouts très précieux. La magie peau verte ne fonctionne pas comme celle des autres peuples, car elle ne provient pas des dangereux vents de magie, mais de la conscience collective de la race. Pour des raisons mal définies, tous les peaux vertes, orques, gobelins, hobgoblins, gnoblards et même snotlings, génèrent un champ d'énergie magique faible, mais tangible. Certains peaux vertes sont choisis par leur dieu pour canaliser cette puissance et lancer des sorts. Lorsque le chaman est un orc, sa magie est brutale. Il pourra faire exploser la tête de ses ennemis, ou tirer des éclairs avec ses yeux. Les sorts des gobelins sont plus sournois. Ils font moins de dégâts mais sont irritants, faisant apparaître des irruptions cutanées purulentes sur les troupes adverses, ou faisant en sorte que les kikoupes des peaux vertes se plantent systématiquement dans les interstices des armures. Qu'ils soient orcs ou gobelins, les chamans sont respectés dans la tribu, souvent par la crainte qu'ils inspirent. On les incite d'ailleurs souvent à s'établir à l'écart du campement, pour respecter un périmètre de sécurité. Le quartier des chamans est entouré par toutes sortes de gris-gris emplumés, de crânes plantés sur des piquets ou d'étranges pierres peintes. Cela sert d'avertissement aux autres membres de la tribu, qui pourront ainsi les éviter plus facilement. Les chamans sont les seules peaux vertes capables de communiquer avec les dieux Gork et Mork lors de leurs transes et autres rituels étranges. Pour cette raison, il n'est pas rare qu'ils servent de conseillers aux grands chefs des tribus. Il est d'ailleurs très fréquent qu'un chaman se hisse à la tête d'une tribu, car pouvoir faire exploser la tête de ses concurrents est un avantage certain. Lorsqu'ils deviennent grands chefs, ils auront tendance à mener leurs armées là où leur dit d'aller Gork et Mork. Dans bien des cas, cela les mènera à affronter d'autres tribus, car les dieux peaux vertes sont très belliqueux. Après les grands chefs et les chamans, on retrouve les multitudes de bandes orques et gobelines, menées par leurs chefs respectifs. Malgré leur allégeance à la même tribu, elles auront tendance à s'affronter entre elles à la moindre occasion. Un bon grand chef saura canaliser leur agressivité sur les adversaires, et limiter les conflits internes. Comme expliqué précédemment, les bandes d'orques forment le cœur des puissances armées de la tribu, là où les gobelins constituent la masse et s'occupent de toutes les corvées du camp. Ces types de tribus sont généralement constitués d'un grand nombre de snotlings, qui se baladent au hasard dans le campement. Contrairement à leurs grands cousins, les snotlings ne forment pas de bande, car ils sont trop bêtes pour comprendre le principe. Lors d'une bataille, les tribus d'orques et de gobelins classiques sont capables d'aligner plusieurs bandes d'orques, dont certaines bandes de costauds ou d'orques montés sur sangliers. Leur masse reste néanmoins les gobelins, qui servent de chair à canon, d'archers ou d'éclaireurs s'ils sont montés sur des loups géants. Lorsque les gobelins de la tribu sont suffisamment inventifs, la horde pourra compter sur tout un tas de machines de guerre, comme des lance-rocs, des catapultes à plongeurs de la mort, des chars de guerre ou des balistes. En plus de cela, certaines tribus sont accompagnées par des géants ou des trolls.
Il arrive même que les snotlings du camp viennent prêter main forte, auquel cas ils formeront des troupes d'infanterie absolument inutiles, ou se joindront au combat à bord de chariots à pompe snotling, des sortes de chars faits de briques et de brocs qu'ils fabriquent en essayant de copier les inventions des gobelins. Voilà qui clôture le tour des tribus classiques. Lorsque l'on s'enfonce au cœur des terres désolées ou dans les terres du sud, on peut retrouver d'autres tribus dites sauvages. Elles sont également constituées d'un mixte d'orques, de gobelins et de snotlings. La différence réside dans la culture de ces dernières, puisqu'elles ont choisi de conserver leur mode de vie archaïque, et se moquent des innovations comme les armes en métal, les armures ou les bottes. Les peaux vertes de ces tribus se servent d'armes en os ou en pierre, et sont généralement à moitié nus, si ce n'est pire. Ils sont encore plus rustiques et plus primitifs que les autres peaux vertes, à tel point que certaines tribus sauvages ont renoncé à la parole. C'est le cas de la tribu Wag-Wag, dont le dialecte est basé sur le mot wag, dont le sens dépend du volume et de l'intensité avec lequel il est prononcé. Dans ces tribus, la place de chaman est encore plus importante que chez les peaux vertes classiques. Les orques sauvages ont en effet tendance à être très dévoués à Gork et Mork. Les chamans qui entretiennent le lien entre les dieux et la tribu ont donc une place primordiale. Ils sont plus nombreux que dans les autres tribus, et occupent plus souvent la place de grand chef. En plus d'user de leur magie sur le champ de bataille, ils sont les seuls capables de dessiner les peintures de guerre des orques sauvages. Celles-ci agissent comme des protections, qui évitent aux membres de leur tribu de se faire transpercer par des flèches ou des épées lorsqu'ils partent au combat à moitié nus. Les orques sauvages étant réfractaires à la technologie, ils ne disposent pas de chars ou de lance-rocs comme les tribus plus avancées. En revanche, du fait de leur plus grande piété, il n'est pas rare qu'ils construisent de gigantesques idoles en pierre auxquelles leurs chamans sauront donner vie, et qui les assisteront lors des batailles. Affronter une tribu d'orques sauvages revient à affronter une tribu plus classique, si ce n'est qu'ils remplaceront les machines de guerre et les armures de leurs cousins par une magie plus puissante et une frénésie démesurée. Que ce soit les tribus sauvages ou les tribus classiques, les gobelins sont à la merci des orques. Ils doivent faire leur corvée sans moufter s'ils veulent espérer survivre. Il n'est donc pas rare qu'ils fuient leurs bourreaux pour former des tribus entre eux, où ils n'auront plus à se tracasser de leurs gros idiots de cousins. Ces tribus sont aussi nombreuses que variées. La majorité d'entre elles occupent des territoires peu accueillants, où elles sont sûres de ne pas croiser d'orques qui pourraient les assujettir. Elles ont aussi un fonctionnement semi-nomade. Autrement dit, lorsque des bandes d'orques sont aperçues dans les environs, elles ont tendance à déguerpir. Le chef de ces tribus est souvent le plus fourbe et le plus malin, qui a su assassiner tous les autres prétendants, et inspirer la crainte à ses semblables. Il est souvent accompagné au combat par une bande de zigouillards, qui représente l'élite de la tribu, si on peut parler d'élite dans le cas des gobelins. Les zigouillards excellent dans l'art de bondir sur un ennemi et de frapper ses points faibles, avant de disparaître furtivement. Ce sont les gobelins les plus fourbes de la tribu, à tel point qu'ils sont considérés comme des sales types par les autres. En plus de cela, les tribus de gobelins alignent généralement un grand nombre de machines de guerre sur le champ de bataille. Que ce soit des chars tirés par des loups, des lance-rocs, des balistes ou des catapultes à plongeurs de la mort, tout ce qui peut tuer en évitant de se frotter de trop près à l'ennemi est très apprécié par cette race craintive. Au combat, ils aiment par-dessus tout tendre des embuscades à l'ennemi, et n'attaquent généralement que s'ils sont au moins 3 fois plus nombreux que leurs adversaires. Certaines tribus gobelines fonctionnent de manière différente. Parmi elles, on peut citer les tribus de chevaucheurs de loups. On les retrouve principalement à l'est du col du Chien Fou, dans une région appelée la Terre des Loups. Ces tribus ont la particularité de n'être composées que de gobelins chevauchant des loups géants. Contrairement aux tribus gobelines plus classiques, elles sont redoutées, même par les orques les plus violents. Elles contrôlent généralement un vaste territoire composé de plaines, et demandent à être payées par tous ceux qui souhaitent le traverser. Les loups géants sont capables de flairer une proie à plusieurs kilomètres, permettant à leurs cavaliers d'identifier tout intrus. Lorsque cela arrive, il ne faut généralement pas longtemps aux gobelins pour encercler et harceler leurs victimes, jusqu'à ce que celles-ci leur paient un généreux tribut. Au combat, leurs armées sont extrêmement véloces. Leurs bandes sont capables de frapper les points faibles ennemis, et de contourner leur ligne de défense avant qu'ils n'aient le temps de réagir. En plus de leur monture, ils sont souvent épaulés par un grand nombre de chars tirés par des loups. Ces tribus lancent fréquemment des raids éclairs sur leurs voisins, volant tout ce qui peut l'être et incendiant le reste. La grande rapidité de leurs armées leur permet de toujours avoir l'initiative. Il est en effet quasiment impossible de les surprendre. D'autres tribus gobelines sont dites nomades. Elles vivent dans d'énormes caravanes forteresses qu'elles ont construites et au bord desquelles elles parcourent les vastes étendues sauvages. Elles sont devenues spécialistes dans la capture et la revente de toutes sortes de créatures. Leurs bandes sont ainsi capables de capturer des trolls, des humains, des elfes ou des nains qu'elles revendront aux autres tribus peaux vertes. Les gobelins de ces tribus ont la réputation d'être des escrocs et des voleurs. Lorsqu'ils négocient la vente des bêtes de guerre ou des casse-croûtes humains, ils demandent généralement des sommes astronomiques, et en plus du paiement, ils repartiront avec tout ce qu'ils ont pu subtiliser. En termes de tactique militaire, ces tribus s'appuient sur de nombreuses bandes de gobelins chevaucheurs de loups,
qui patrouillent autour de la caravane et alertent sur de potentielles menaces ou cibles. Elles ne s'attaqueront généralement qu'à des groupes isolés qu'elles pourront facilement capturer et revendre. Lorsqu'un tel groupe est repéré, les chevaucheurs de loups couperont la retraite des malheureuses victimes, pendant que les autres gobelins se chargeront de les désarmer et de les enfermer. Pour finir le tour des différents types de tribus gobelines, il nous faut présenter les gobelins des forêts. Ceux-ci ont échappé aux orques en s'enfonçant dans les denses forêts du Vieux Monde. Le couvert de la végétation offre une cachette parfaite. Seul bémol, c'est le repère d'énormément d'espèces d'araignées géantes. Dans un premier temps, les tribus de gobelins des forêts se firent donc massacrer par ces affreuses créatures. Certains finirent néanmoins par s'adapter, et apprirent à repousser les araignées. Mieux, ils commencèrent à capturer leur progéniture pour l'élever avec soin et en faire des montures. Aujourd'hui, les gobelins des forêts vivent en harmonie avec les araignées géantes. Ils collectent leur venin pour en faire du poison. Elles leur servent de nourriture, d'animaux de compagnie et de monture. La vénération des araignées est devenue tellement importante au sein de ces tribus que les gobelins des forêts se sont mis à vénérer la déesse araignée. Ainsi, des totems à 8 pattes ornés de crânes et de toiles se trouvent aux côtés des idoles traditionnelles de Gork et Mork. Les grands chefs de ces tribus sont systématiquement des chamans, qui ont pour rôle d'administrer le culte de la déesse araignée. Les chamans gobelins des forêts invitent de petites araignées vénéneuses à nicher entre leurs orteils, dans le creux de leurs oreilles, voire dans leur bouche. Ils ont la langue enflée et violette à cause des morsures des araignées, mais ils prétendent que leurs toxines leur permettent de communiquer avec la déesse aux multiples pattes. Nul ne sait si cela est vrai, mais ces chamans sont les seuls qui peuvent approcher les féroces Arachnarok sans être attaqués. Certains d'entre eux parviennent même à aller au combat juchés sur le dos de ces mastodontes. Le minerai est rare dans ces forêts. Aussi, ces tribus doivent marchander avec les peaux vertes des montagnes pour se fournir en fer, qu'ils échangent contre des prisonniers ou des champignons. Comme ils possèdent peu de métal, la majeure partie de leurs armes et armures sont faites en os et en dents. De plus, ils se parent souvent de plumes multicolores qu'ils piquent directement dans leur peau, et arborent des couleurs très vives. Ils sont donc très facilement différenciables des autres gobelins. Lorsqu'ils partent au combat, les gobelins des forêts prennent des armes empoisonnées et chevauchent leurs araignées géantes. Ils peuvent être accompagnés d'Arachnarok si la tribu est suffisamment puissante. Ils aiment particulièrement les escarmouches en forêt, qui donnent un net avantage à leur monture. Les araignées géantes sont facilement capables de grimper le long de surfaces verticales. Cela permet aux gobelins des forêts d'attaquer et de piller de nombreux villages fortifiés, en prenant les défenseurs au dépourvu. Voilà qui conclut notre tour des différents types de tribus gobelines. Nous pouvons maintenant voir le fonctionnement des tribus de gobelins de la nuit. Elles sont présentes dans tous les souterrains des montagnes du bord du monde, où elles livrent un combat à mort contre les nains et les scaven. Les gobelins de la nuit sont les peaux vertes les mieux adaptées à la vie souterraine, et aussi les plus dérangés de tous. Cela se ressent sur leur fonctionnement. Déjà, pour se nourrir, ces gobelins ont massivement recours aux champignons, dont certains sont toxiques ou hallucinogènes. D'après eux, c'est bon dans la popote et ça enlève le goût de sable qu'ils ont les nabots. Quoi qu'il en soit, cette consommation excessive de champignons hallucinogènes a tendance à les rendre encore plus lunatiques qu'ils ne le sont déjà. De plus, les gobelins de la nuit ont pour coutume d'élever des squigs. Ces monstres, que tout être censé s'empresserait de tuer sur le champ, sont utilisés comme compagnons, bêtes de guerre ou nourriture par les gobelins de la nuit. Ce sont des créatures improbables, répugnantes et imprévisibles, des sortes de champignons de chair au corps sphérique, avec de petits yeux, une énorme gueule, de gigantesques crocs et de courtes pattes puissamment musclées. Ils sont affreusement gloutons, et il n'est pas rare qu'ils parviennent à gober un gobelin de la nuit pas assez attentif. Certaines bandes de leur tribu sont tellement dénuées de bon sens qu'elles se spécialisent dans le dressage de ces créatures. D'autres vont même jusqu'à tenter de les chevaucher au combat. En plus de la consommation de champignons toxiques et de l'élevage de squigs, les gobelins de la nuit se droguent. Avant de partir au combat, certains d'entre eux consomment de la bière aux champignons, un breuvage à base de champignons bonnets de fou, dont la moindre gorgée plonge le gobelin dans un état de démence extatique. Ces gobelins sont appelés fanatiques, et deviennent extrêmement forts, ne ressentent ni la peur, ni la douleur, et ignorent tout ce qui se passe autour d'eux. Ils sont armés d'énormes boulets reliés à des chaînes, et jetés sur les lignes adverses, où ils s'empresseront de faire tourner leurs boulets pour massacrer les rangs ennemis. Dans la théorie, cette stratégie est très efficace, mais dans la pratique, la plupart des fanatiques tombent par terre, s'écrasent contre des murs ou font demi-tour et anéantissent leurs alliés avant d'avoir touché le moindre ennemi. Quoi qu'il en soit, si un seul fanatique parvient à frapper les rangs adverses, il causera tellement de dégâts qu'il justifiera à lui seul cette stratégie pour la moins hasardeuse. Une fois la bataille terminée, les fanatiques n'ayant pas été écrasés par le boulet ou abattus par des flèches, ce qui est très rare, sont vidés de leur énergie et finissent par mourir. Cela ne dérange aucunement les gobelins de la nuit, qui n'ont qu'à droguer d'autres des leurs si un nouveau besoin de fanatiques se fait sentir. Ces tribus sont dirigées par des grands chefs particulièrement sournois, dont le plus connu est Skarsnik, le seigneur de guerre des 8 pics. Souvent, ces chefs arborent des capes en pelage de scaven ou en barbe de nain,
afin de montrer à tous leur incroyable fait d'armes. Les chamans gobelins de la nuit sont les plus fous des peaux vertes. Ils améliorent la maîtrise de leur magie en se gavant de champignons hallucinogènes, leur permettant de communiquer avec leurs dieux. En fait, ils en mangent tellement qu'ils ont acquis une grande expérience des différents champignons hallucinogènes, ce qui en font les seuls détenteurs de la méthode pour cultiver, choisir et préparer des champignons bonnets de fou capables de changer un simple gobelin en fanatique. Parfois, ces chamans se gavent tellement de champignons qu'ils finissent par se métamorphoser en chamagnon, un fond juste saturé d'énergie magique. Finir sa vie en champignon peut sembler terrible, mais le pire reste à venir, car les chamagnons sont très convoités par les autres chamans, et être transformé est le moyen le plus sûr d'être dévoré vivant. Lorsqu'ils partent au combat, les armées de gobelins de la nuit forment des bandes peu valeureuses, et susceptibles de fuir rapidement. Ils peuvent néanmoins compter sur les troupeaux de squig ou sur leurs fanatiques pour faire des dégâts dans l'armée adverse, ou dans la leur si les choses tournent mal. En plus de ces atouts, ils empoisonnent leurs armes, et certains d'entre eux prennent des champignons hallucinogènes pour se donner du courage. Maintenant que nous avons abordé les folles tribus de gobelins de la nuit, nous pouvons nous pencher sur les tribus de gnoblards. Celles-ci sont très rarement indépendantes, car comme expliqué précédemment, les gnoblards sont le plus souvent les serviteurs des ogres ou les esclaves des nains du chaos. Dès qu'une tribu se forme, elle est donc systématiquement détruite, soit par les nains du chaos à la recherche d'esclaves, soit par les ogres à la recherche de compagnons et d'apéritifs. Il arrive néanmoins que certaines tribus de gnoblards survivent un temps, en se cachant dans le pays des gnoblards, au sud des montagnes des larmes. Les gnoblards forment des tribus peaux vertes à part. Elles sont dirigées par des nababs, ou grands nababs si leur appendice nasal est à la hauteur de leur bellicisme. Les nababs ressemblent en tout point aux autres membres de la tribu, si ce n'est qu'ils se pavanent souvent avec beaucoup plus de trucs qui brillent. Une autre différence est leur proportion à mourir vite. Ils sont souvent assassinés par d'autres gnoblards jaloux. Et lorsque la tribu n'est pas indépendante, ils sont persécutés par les nains du chaos ou les ogres pour éviter qu'ils ne fomentent de rébellion. Ceux qui survivent ont donc une forte tendance à la paranoïa et à la prudence. Une autre place convoitée dans les tribus gnoblards est celle de Vénards. Les Vénards sont encore plus chanceux que les gnoblards porte-bonheur. Leur communauté n'ouvre ses portes qu'aux gnoblards ayant fait preuve d'une chance exceptionnelle, comme être le seul survivant d'une avalanche, ou sortir vivant du système digestif d'un mastoroc. Ils sont fascinés par la couleur bleue. Plus un Vénard porte de bleu, plus la fortune lui sourit. Lors de batailles, les tribus gnoblards se forment en régiments d'infanterie très nombreux et très peu valeureux. Le cœur de leur ligne est constitué des mordilleurs d'hommes, une élite militaire autoproclamée, qui ne fait généralement pas de vieux os. Leurs flancs sont gardés par des cavaliers gorés, une cavalerie gnoblard habituée à jouter à d'autres cochons. Dans la pratique, les cochons sont apeurés par les combats, et les cavaliers gorés se retrouvent bien souvent à monter sur les épaules d'autres gnoblards qui leur servent de monture. Les trappeurs gnoblards servent généralement d'éclaireurs à ces armées. Ils sont rodés aux techniques de chasse, et parfaits pour s'infiltrer dans les bases ennemies ou tendre des embuscades. De plus, les gnoblards amènent des rhinox domestiqués avec eux sur le champ de bataille. Ces rhinox servent de monture aux nababs les plus téméraires, et peuvent tirer les lance-ferrailles gnoblards, des sortes de catapultes primitives montées sur roues. Les gnoblards y chargent tout ce qu'ils trouvent de pointu ou de dur, comme des cailloux, des armes qui sont trop grandes pour être manipulées ou des fourchettes. Voilà qui conclut le fonctionnement des tribus gnoblards. Lorsque l'on se rend dans les terres sombres, il peut arriver de croiser des tribus d'orques noirs. C'est d'ailleurs bien souvent la dernière chose que l'on croise. Ces tribus sont petites, et ne dépassent presque jamais le millier d'individus, mais elles sont intégralement constituées d'orques noirs, ce qui en fait de terribles adversaires. Elles sont souvent nomades, car les orques noirs ont une telle soif de combat qu'ils peuvent marcher des jours durant à la recherche d'ennemis. Leur chef est l'orque noir le plus gros, et en fonction de ses choix, deux destins peuvent attendre sa tribu. Soit il épuisera ses forces en combattant les nains du chaos, et sa tribu finira par disparaître, soit il croisera d'autres peaux vertes, qu'il soumettra sans mal, ce qui annoncera bien souvent le début d'une ouague dans les terres sombres. Il ne nous reste plus qu'à voir les tribus d'hobgoblins. Ces peaux vertes sont les plus intelligents. Aussi, leur société est plus avancée que celle de leurs cousins. Ils contrôlent un immense territoire situé dans les grandes steppes. De loin, on pourrait croire que leur civilisation est unie. Ils maîtrisent une agriculture rudimentaire, plusieurs tribus peuvent s'associer lors de raids et ils obéissent tous au grand Hobgoblacan. Pourtant, en y regardant de plus près, les hobgoblins sont divisés en tribus guerrières innombrables, avec des alliances peu stables, et ils se livrent des guerres sans merci pour absorber les autres tribus et gagner en puissance. Certaines tribus hobgoblines sont très petites, ne comptant qu'une bande guerrière de quelques dizaines de combattants dirigés par un khan. Les grandes tribus peuvent atteindre des milliers de guerriers, et sont dirigés par les grands khans, qui sont les véritables seigneurs hobgoblins. Il n'y a qu'un nombre relativement restreint de grands khans, et ils rendent tous théoriquement hommage à Hobgoblacan, le plus puissant des grands khans.
En pratique, bien sûr, chaque Grand Khan poursuit ses propres objectifs perfides, et cherche à tuer Hobgobla Khan afin de prendre sa place. Cependant, aucun Grand Khan ne livrera une guerre ouverte à Hobgobla, car il serait rapidement anéanti par les autres tribus. Quand un Hobgoblin a atteint le rang de Grand Khan, cela veut dire qu'il a compris que des méthodes plus subtiles donnent de meilleurs résultats, et de cette façon, certes un peu étrange, une paix relative est maintenue dans la société hobgoblin. Lorsqu'elles partent en guerre, les tribus hobgoblines comptent sur un nombre très important de guerriers montés sur des loups géants des steppes. Leur exposition à l'empire du Khaté en a fait des combattants d'élite au corps à corps. Lorsqu'une cible semble riche et peu défendue dans les grandes steppes, elle sera assurément attaquée et pillée par ces redoutables combattants. Voilà qui clôture ce tour des nombreuses différentes tribus peauvertes. Nous allons maintenant nous intéresser au fonctionnement des Waaghs. Comme nous l'avons vu, les peauvertes sont un mélange de races réparties en tribus plus belliqueuses les unes que les autres. Leurs bandes se battent pour savoir qui sera le grand chef de la tribu. Puis la tribu se bat avec ses voisines pour savoir qui sera la plus forte. À première vue, il semble impossible pour ces races en perpétuel conflit de s'unir sous une même bannière, pour former une gigantesque armée. Même si un chef de guerre suffisamment puissant existait, il mettrait un temps infini à réunir les milliers de tribus peauvertes, et la nature belliqueuse de ces dernières finirait invariablement par créer des dissensions dans son camp. Ce raisonnement logique est pourtant faux. Pire, plus les peauvertes sont désunies et le nombre de tribus est importante, plus une Waagh a de chances d'être formée. Pour expliquer ce phénomène, il faut se pencher sur le fonctionnement des conflits entre tribus. Lorsque deux grands chefs de tribus s'affrontent, le vainqueur absorbe la tribu du vaincu, et son armée va gagner en puissance. Mis en confiance par cette victoire, il va s'attaquer aux autres tribus voisines, et pourra les absorber s'il les bat à leur tour. Au fur et à mesure des affrontements, certains grands chefs finissent par acquérir une grande renommée et une puissance écrasante. Ces grands chefs sont appelés chefs de guerre, et à partir du moment où un chef de guerre apparaît dans une région, les bandes des autres tribus vont déserter leur camp pour le rejoindre, car cela leur promet de bonnes bagarres. Le chef de guerre n'a alors plus rien à faire pour recruter de nouvelles troupes, et peut lancer une Waagh comptant des dizaines de milliers de combattants. Comme les peauvertes rejoignent ces troupes sans combattre, la Waagh sera invariablement dirigée vers une autre race, qui verra ses villages se faire raser, ses villes se faire assiéger et sa population se faire massacrer. La plupart des Waaghs sont repoussés à ce stade, au prix de terribles sacrifices, et la population locale garde des stigmates du passage des peauvertes des générations plus tard. Il arrive néanmoins dans de rares cas que la Waagh ne soit pas repoussée, et que le chef de guerre peauverte réussisse à mettre le royaume qu'il envahit en charpie. Sa renommée connaît alors un pic impressionnant, et il devient un seigneur de guerre. Les seigneurs de guerre sont très rares, mais lorsque de tels individus apparaissent, les peauvertes sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour rejoindre leurs armées. Des milliers de tribus s'unissent alors, et une gigantesque Waagh comptant des centaines de milliers de guerriers est lancée. Ces Waaghs de grande ampleur marquent l'histoire, et peuvent même signer la fin d'une ère. Parmi les grandes Waaghs de l'histoire, on peut citer la Waagh de Gorbad Griffe de Fer, qui envahit l'Empire et détruisit définitivement la province du Soland, ou la Waagh de Grom la Panse, qui mit à sac une grande partie de l'Empire avant de finir sa course en Ultuan, où elle détruisit les pierres gardiennes censées assurer la stabilité du vortex, et empêcher les démons d'envahir une nouvelle fois le monde. Nous comprenons maintenant que plus les peauvertes se battent entre eux, plus il est probable qu'un seigneur de guerre sorte du lot et provoque un engouement général, qui conduira à la formation d'une gigantesque Waagh. Une fois les tribus unies, le seigneur de guerre choisira une cible qu'il détruira. Il recommencera l'opération jusqu'à ce que la terre entière soit détruite, ou plus vraisemblablement jusqu'à ce qu'il connaisse la défaite. Une fois qu'il est vaincu, sa Waagh se dissoudra et les peauvertes rentreront chez eux. Ils reformeront naturellement leur bande, puis leur tribu, et un nouveau cycle menant à la création d'une Waagh débutera. Voilà qui conclut notre tour du fonctionnement des peauvertes. Les différentes espèces, les différentes tribus et le fonctionnement général des Waaghs ne devraient plus avoir de secret pour vous. Si j'ai réussi à vous apprendre des choses, n'hésitez pas à vous abonner et à faire grandir la chaîne, ça m'aide toujours énormément. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, à la prochaine!